2.2. Commentaire assez rapide. Donc on s'intéresse à une matrice M qui est moins plus 1, raté, moins 3, moins 2, 1, moins 3, moins 2, et puis moins 1, 3, 2. Alors évidemment, c'est une matrice assez caricaturale. Et on demande de déterminer son noyau, son image, et de trouver une matrice dans laquelle, une base dans laquelle la matrice n'a que de termes non nuls. Alors, j'ai plusieurs façons de faire, j'ai même des façons algorithmiques, mais qui ne m'intéressent pas spécialement ici. Alors, pour résoudre, je vais avoir l'idée puisque c'est la matrice représentative, donc ici, je n'ai pas besoin de vectorialiser, donc de CAN3 de f. Eh bien, lorsque je vais chercher par exemple le noyau, ça revient à résoudre f de x égale 0. D'accord? Donc f de x égale 0, vecteur nul de R3, bah, ceci équivaut en fait à la matrice représentative fois la matrice représentative de x dans la base canonique de R3 et la matrice nulle. D'accord? Ce qui équivaut à un m grand x égale 0, 3. Je résous ceci, si je prends grand x égale un vecteur x, y, z, ce qui correspond au vecteur petit x égale x, y, z, bien sûr, x1 plus y2 plus z3, bah, ceci me donne mx, je vais voir que j'ai x plus y moins z, moins 3 fois la même chose, et moins 2 fois la même chose. Donc finalement, le noyau de f, c'est l'ensemble des triplés x, y, z de R3, tel que x plus y moins z vaut 0. Ce que je peux donc écrire sous la forme l'ensemble des x 0x plus 0y y tel que x et y appartiennent à R2. C'est-à-dire au final l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 1, 0, 1 et puis 0, 1, 1. Alors je trouve que le noyau de f est de dimension 2, ce que je retrouverai quand je saurai calculer le rang de M, puisque M est une matrice de rang 1. Et donc, moi, pour le moment, je vais en déduire que l'image est de dimension 1. Alors, pourquoi le rang est de rang 1? En fait, vous voyez assez facilement que toutes les colonnes, ici, sont proportionnelles. D'accord? Et donc, engendre à chaque fois le même vecteur. Alors, ce que je sais pour le moment, c'est j'ai le noyau de f. D'après le théorème du rang, je sais que la dimension de l'image de f sera égale à 1. Ce qui veut dire qu'il suffit que j'ai un vecteur dedans. Bon, bah, si je prends f de 1, qui est le vecteur moins 3, moins 2, moins 1, 1, moins 3, moins 2, pardon, est dedans, bah, j'en déduis que l'image de f, c'est égal à vecteur de 1, moins 3, moins 2. Bien. Alors, sachant ceci, maintenant, comment vais-je faire pour obtenir une matrice qui a un maximum de 0 finalement? D'accord? L'énoncé me dit 2, 0. Je vais voir que je peux même en avoir un peu plus. C'est pas trop l'important. Donc je vous redonne, enfin on se réécrit le noyau de f en haut, donc qui est vect de 1, 0, 1, et puis 0, 1. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand je prends un élément qui est dans l'image, c'est-à-dire qui vérifie ceci, je peux vérifier que ce vecteur-là, lorsque je fais 1 plus moins 3 moins 2, j'obtiens bien 0, ce qui veut dire que l'image est incluse dans le noyau. Donc, ce qui me dit en plus que ce vecteur-là est forcément combinaison linéaire des deux, bah, ce que je peux voir, puisque c'est 1, 0, 1, moins 3 fois 0, 1, 1. Alors, comme je veux un maximum de 0, ce que je vais faire pour représenter f dans la base U, donc ceci veut dire que je prends f de U1, f de U2, f de U3,
que je représente dans la base U1, U2, U3. Il ne faut pas que je perde de vue à la fin qu'il faut que U2, U1, U2, U3 soient une base. Alors, première chose, pour avoir un maximum de 0, bah, je vais prendre les deux vecteurs U1 et U2 ici dans le noyau, ce qui fait que leurs images sont nulles. Et il me fallait au moins 7 éléments nuls, j'en ai déjà 6, c'est pas mal. Chose que je peux remarquer aussi, c'est que f de U3, de toute façon, ça appartient à l'image de f. Puisque ça appartient à l'image de f, ça veut dire que c'est engendré par les vecteurs U2 et U3. Donc, de toute façon, je sais que ça s'écrira un certain facteur 0. Ceci, quel que soit U3 que je prends, alors attention, de telle façon que U1, U2, U3 soit une base. Donc par exemple, si je prends U3 le plus simple possible, E1, f de E1, ça vaut, voilà, f de E1. Et donc j'obtiens ce vecteur-là, et donc d'après ce que j'ai dit précédemment, ça me donne mes deux coefficients, qui sont donc 1 et moins 3. Voilà. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on pouvait faire un petit peu mieux si par exemple j'ai l'idée de prendre pour V1 directement le vecteur de l'image, 1, moins 3, moins 2. V2, je prends le même. Et V3, je ne change pas, je prends E1. Bah là, vous voyez que f de V3, qui est égal à f de 1, ça vaut V1. Ce qui fait que je remplace mon dernier par ce 1, 0, 0. Bien. Alors, ceci est la matrice que je vais appeler N. Et ce que comme information, ça c'est pour la question suivante, c'est que j'ai la formule de changement de base, donc N égale, pour la retenir, c'est P-1 MP. D'accord, avec P qui est la matrice de passage de la base canonique à U. D'accord, ce qui équivaut, si je l'écris dans l'autre sens, à M égale Pn P-1, qui en plus est assez logique puisqu'on obtient un moins 1 de moins 1 ici, et en fait, P-1, on a vu que c'était la matrice de passage dans l'autre sens de U. Alors, ce qui va être intéressant, c'est quand je vais calculer M au carré, c'est P-1 P, pardon, N fois P-1, c'est donc fois, pardon, Pn P-1, et un petit coup d'associativité, et j'obtiens Pn2 P-1. C'est-à-dire qu'on retrouve la formule qu'on a vue dans le cours pour les puissances n-ième. M à la puissance n, c'est Pn puissance n P-1. Et on obtient rapidement que n puissance n, c'est la matrice nulle. Si n est plus grand que 2, vous vérifiez simplement que n2 est nul. Donc m puissance n sera nul. Bon, ce qu'on aurait pu faire en calculant m2 directement ici, c'était pas très compliqué.